L'épanouissement psychique peut être, je pense à juste titre, comparé à la croissance d'un arbre. Car l'arbre qui ne croît pas à l'ombre d'autres arbres, c'est le sociocentrisme sur le plan psychique, s'épanouit sous la forme approximative d'une sphère. La lumière l'attire de tous les côtés et sa sève également cherche à se répandre tout alentour. Or, en fait, vous avez ces deux possibilités, d'après ce que nous avons vu. Celui qui se réfère au phénomène de la vision ambiante, eh bien, obtient la plénitude de l'épanouissement, car le phénomène de la vision ambiante est justement lui-même calqué sur cette plénitude. Il est cette plénitude en voie de réalisation. En fait, tous les obstacles, les conditionnements divers créés par le groupe, notre inféodation aux idées des autres, à leurs croyances notamment, ainsi que nos propres désirs, empêchent cet arbre de se développer dans toutes les directions. Il y a des questions qui se posent et qui n'obtiennent pas de réponse. C'est une branche qui n'aboutit pas. Si bien que bien des individus apparaîtraient, si l'on le voulait, sous cette forme-là, une sorte, disons, de mognon d'arbres, comme on en a trouvé sur les champs de bataille de Verdun notamment. Pour, au fond, expliquer le phénomène, nous pouvons recourir à l'image extrêmement parlante qu'un biologiste et physicien français a eue. Il dit ceci, il se nommait Pierre Lecomte du Nouï, il est décédé en 1947. Il dit ceci concernant le fameux problème auquel la science se heurte depuis toujours, le problème qu'a souligné dans le titre même de son ouvrage le physicien, le biologiste plutôt français Jacques Monod, le hasard et la nécessité. Quelle est la place dans le monde physique du hasard et celle de la nécessité? Eh bien, Lecomte du Nouï a cette image qui est plus qu'une image, puisque c'est un emprunt fait au réel. Il dit ceci, imaginons que nous fassions sortir une source d'eau au sommet d'une montagne. Apparemment, c'est un non-sens. En réalité, nous pouvons supposer des montagnes plus hautes qui, sous forme de pression, vaudraient à cette source de constituer une sorte de puits artésien. Eh bien, nous déclenchons une source d'eau au sommet de cette montagne. Quel va être son cheminement? Cette eau va obéir tout d'abord à l'attraction terrestre. Elle va descendre. C'est la première condition à laquelle elle doit obéir. C'est une loi. Mais il y aura des obstacles rencontrés en chemin qui lui vaudront de prendre cette figure. Des obstacles ou aussi une porosité de la matière qui vaudra à certaines de ces éléments, certains de ces filets d'eau, de ne pas aboutir. Il y a ici, en rouge, des pénétration dans le sol, une disparition du filet d'eau, alors que les autres éléments, rencontrant une pierre ici, eh bien, vont créer un choix, mais automatique, puisque c'est la voie de la facilité qui l'emportera, l'eau filera à gauche, puis un peu plus tard à droite. Ici, un nouvel obstacle, elle va s'accumuler derrière cet obstacle qui fait en quelque sorte barrage, puis lorsqu'elle aura assez de force, elle surmontera cet obstacle, passera par-dessus ou créera des cheminements de part et d'autre de l'obstacle. Si bien que nous arrivons à avoir cette eau comme il devait se produire au bas de la montagne, mais dans des circonstances tout à fait particulières, puisque une quantité d'éléments en route sont venus en quelque sorte, non pas perturber, mais influencer son cheminement. Alors, Pierre Lecomte du Nouï déclare que
la pesanteur, l'attraction terrestre représente ce qu'on appelle la nécessité. L'eau doit obéir à cette loi fondamentale, tandis que la situation finale au bas de la montagne, elle, est le produit du hasard formé par tous les éléments rencontrés en chemin. On parle justement, au sujet du hasard, de la fameuse loi des grands nombres qui permet même de calculer le hasard en ce sens de pouvoir prévoir l'aboutissement qui en résultera. Nous ajouterons ceci, puisque nous avons là défini ce qu'on peut appeler une loi physique, l'attraction terrestre, ainsi que la loi des grands nombres, comme on vient de le voir. Mais nous pouvons inverser la montagne. Et alors, nous sommes en face d'un arbre. Cet arbre, nous l'avons appelé l'arbre de la vie. Il se pourrait que les conditions à laquelle le phénomène vivant est soumis, que ces conditions soient très proches de celles que nous venons de voir. Au lieu d'une attraction terrestre, nous avons là une attraction solaire, de la lumière solaire qui tire l'élément vivant vers le haut, et c'est ce que nous pourrons appeler ici la nécessité. Elle est montante cette fois-ci, avec également rencontré en chemin de quantité d'éléments qui pourraient correspondre dans une certaine mesure au hasard et à la loi des grands nombres. Nous avons en lieu et place des pierres et des petits barrages que ces pierres figurent. Nous avons ici, dans le phénomène vivant, des bourgeons. C'est un arrêt de croissance, une accumulation de sève. Et lorsque cette sève dans le bourgeon est suffisamment concentrée, il y a explosion du bourgeon sous forme de 2 branches, par exemple, d'une croissance qui aboutit au phénomène très semblable que nous venons de voir. Donc, le lac de tout à l'heure devient dans le phénomène vivant le bourgeon, accumulation d'énergie et explosion qui s'ensuit. Mais nous pouvons passer de cette loi que nous appellerons physiologique à la considération de ce même modèle sur le plan psychique. L'individu qui naît cherche à voir clair. Il est arrêté par un élément dont il n'arrive pas à rendre compte, qu'il n'arrive pas à insérer dans le réel, et sa question est un bourgeon. Désormais, nous avons ici une question qui tient lieu, qui joue le rôle de lac, d'accumulation d'éléments, et puis d'explosion ensuite. Les réponses s'avèrent à ce moment-là des accumulations d'éléments dus à l'arrêt de croissance, et par là même, on surmonte l'obstacle sous forme de la réponse qui vient. La réponse qui permet d'arriver à un stade plus élevé, et puis le système recommence, il y a un nouvel arrêt psychique et de nouvelles accumulations de données, et la relation naturellement avec l'inconscient qui apporte tous ces éléments jusqu'au moment où il y a surmontage de l'obstacle. On sait que lorsque on jette une pierre dans une eau dormante, eh bien, l'onde de choc, comme on dit, se répand tout alentour sous la forme de cercles concentriques. Eh bien, c'est à peu de choses près ce qui se passe sous l'angle psychique. Vous avez un départ, l'œil,
Et l'œil qui se pose une question, il ne saisit pas, il n'a pas les informations voulues pour pouvoir passer à un autre sujet. Pendant ce temps d'arrêt, il y a sollicitation de l'inconscient, qui est, de par le phénomène de la vision ambiante, mieux informé. Les éléments recueillis par l'œil de l'inconscient conduisent à l'obtention de la réponse, et ainsi de suite, jusqu'à donner l'arbre que nous avons appelé l'arbre de la vie. Tandis que l'arbre que nous voyons se produire ici est l'arbre proprement souffrant. Ces cercles concentriques ont été continuellement l'objet de sévices, d'opposition. La sève s'est arrêtée là. Ici, au lieu d'arriver à une réponse, eh bien, on lui a donné une croyance. Il n'a pas pu se développer plus loin. Comme petit enfant, il a posé par malheur une question à Tantadelle. Eh bien, la réponse qu'a donnée Tantadelle était prématurée. Il n'a pas pu incorporer ces éléments et il est resté bloqué, comme si on lui avait donné une croyance. Une croyance est précisément une réponse qui n'a pas de rapport avec le réel. Eh bien, une réponse prématurée chez un enfant joue exactement le même rôle. Nous avons donc le choix de produire en nous et d'aider les autres à produire dans leur personne le développement parfait des cercles concentriques qui produisent l'harmonie, l'équilibre, au lieu de conduire à des spectres psychiques de cette sorte et qui évidemment perturbent l'individu, et de fil en aiguille, cette perturbation s'étend à la société tout entière.